Hackle OK. Bonsoir Alex. Bonsoir Julien. Bon, et aujourd'hui, donc, ouais, salut. On vous dérange pas trop. Là, toi au fond, t'es déjà barré sur une autre table. Donc, on va parler du Range Master. On va se branler sur le Range Master. On se branle sur le Range Master. Sauvagement, parce que c'est quand même extrêmement branleman le Branle Master. Le Range Master. Le Range Master. Alors, le Range Master, c'est un monument. Oui. De l'effet guitare, de l'amplification guitare même, parce que c'est pas exactement une pédale d'effet. Non, ça n'est pas du tout, c'est qu'un étage de transistor, mais bon. C'est juste un boost dans ta sale gueule. Ça va être même pire que ça. Donc, remettons les choses dans leur contexte historique. Vas-y. Alors déjà, arrêtez tout de suite de vous extasier, c'est une copie. Ouais, moi-même je me suis fait avoir. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors ce n'est pas ma Range Master, c'est celle d'un copain, Mathieu, hein, qui doit nous regarder de temps en temps. Mathieu qui nous l'a gentiment prêté. On pensait que c'était une originale, mais on n'est pas sûr. On ne sait pas d'où elle vient. Ouais, on ne sait pas d'où elle vient, et il m'a pas encore répondu sur d'où elle vient. Alors, ce qui est sûr, c'est que sur la plupart, il n'y a pas la petite note ici en dessous de treble. Donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et surtout, elle est un peu en trop bon état. Et elle est extrêmement propre, oui, voilà, effectivement. Parce que si tu donnes un petit peu de contexte, c'est quelle année le Range Master? Alors la sortie du Range Master, c'est 1966. Donc normalement, 66, ça ressemble pas à un truc aussi propre. Voilà. Non, mais là, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même marqué Dallas Musical Instruments, London, England. C'est ça. Ce qui est effectivement la boîte qui a créé la Range Master à l'origine. Donc, effectivement, on est en 66 à Londres. Et le gros problème des Britanniques à l'époque, c'est que il y a une couette sur leur son et qu'ils n'arrivent pas à l'enlever. C'est-à-dire que si tu prends... Alors déjà, la plupart jouent sur Les Paul. Ça, c'est la faute à Clapton. Et du coup, vu que tout le monde voulait sonner comme Clapton, la plupart des guitaristes britanniques de l'époque jouaient sur Les Paul. Certains sur 335 comme Ritchie Blackmore. Mais il y avait vraiment une hégémonie de la Les Paul à l'époque, jusqu'à ce qu'Hendrix mette la Strat à la mode 2 ans plus tard. Et je vois où tu veux en venir. Et les amplis britanniques de l'époque, c'était les Vox et les Marshall. Ouais. Orange n'existait pas encore à l'époque, on est à 2 ans et demi de Orange. Et Fender était mal importé. Et Fender était mal, voire pas importé. Ouais. Et quand il y en avait, ils étaient à des prix qui te donnaient définitivement pas envie de les acheter. Donc t'étais quand même sur des amplis qui bastonnaient dans le médium et dans le bas. Ultra sombre. Ouais, ultra sombre. Un Marshall, un vrai Marshall, parce que évidemment depuis, les amplis qu'on connaît sont beaucoup plus brillants. On a ce luxe-là maintenant de pouvoir enlever la couverture rien qu'avec nos réglages d'égalisation. C'est ça. Mais il faut savoir qu'un plexi d'époque, avec une Les Paul, c'est un son qui est très très gras, très gros, mais qui est quand même relativement sombre. Ajoutez à ça le fait que ces amplis ne produisaient pas de grosses distorsions, qu'on était plutôt dans le gros crunch, on était très loin des amplis à master volume qui apparaissent au courant des années 70 et qui permettent du coup d'obtenir de la distorsion même à un volume raisonnable. Et je vous vois venir, Jean Correction, qui est en train de fermer la table complémentaire de tout à l'heure. Les Vox, effectivement, les Vox, c'est un son très brillant, à partir du moment où il y a le top boost. Ouais. Je m'explique, les premiers Vox, tels que conçus par l'excellent Dick Deney, qui a fait donc le AC15 et le AC30, étaient des amplis ultra sombres. Si vous avez l'occasion d'essayer un Vox original sans le top boost... Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Ça fait extrêmement mal aux oreilles. C'est vraiment beau. Mais c'est tellement beau et tellement épais. J'en ai testé 2. Un vrai d'avant, chez cette même personne qui a ça. Bien sûr.
Et un deuxième, c'était un clone d'un fabricant que je connais à Marseille qui fabrique des clones d'ampli pour le plaisir. Donc les premiers Vox, alors le Top Boost ça apparaît vite, c'est-à-dire que le circuit apparaît dès 61. Le Top Boost disponible à partir de 61, ça veut pas dire qu'il est sur tous les amplis. Mais ils avaient déjà compris ce qu'il leur fallait. C'est ça. Et donc c'était un luxe, donc ceux qui n'avaient pas le Top Boost dans leur ampli. Enters, Dallas Arbiter, qui est donc très à l'écoute de nos amis guitaristes et qui, à partir donc de 1966, même 65 pour les prototypes, conçoit cette petite boîte. Et comme à peu près toujours en termes de matos de l'époque, le premier à l'utiliser de manière intéressante, ça va être... Alors moi je pensais au Black Sabbath. C'était qui? C'est loin, Black Sabbath. C'est loin après, je sais. Black Sabbath, c'est loin. Mais vas-y, c'est qui? Tony Iommi, à l'époque, il a encore tous ses doigts pour te dire. Vas-y. Bah, c'est Eric Clapton, évidemment. C'était lui le premier à s'en servir. Bien sûr. Ah, je l'avais pas, tu vois. Eh oui, mais alors... Moi, j'ai pas Range Master en tête pour Eric Clapton. Eh ouais, mais en fait, si. Et en fait, mais pourtant... Ah oui, parce qu'il avait pas encore sa Strat. Eh, mais bien sûr. Eh oui, mais c'est ça, en fait. Mais bien sûr. En plus... La Strat, c'est fin 60. C'est le moment où il tourne avec Delaney and Bonnie. Et en gros, il veut faire comme Hendrix. Hein, mais, oui. Et puis, il découvre les possibilités d'une Fender sur un Fender. Et c'est pour ça que tu m'avais avoué dans une autre vidéo que finalement, t'aimais bien cette époque de Clapton. Ah, mais cette époque de Clapton, c'est fabuleux. Mais oui. Il a jamais aussi bien sonné. Et personne n'a jamais aussi bien sonné. Effectivement, faut pas sous-estimer le Clapton de Cream. Ouais. Ça a influencé tout le monde. Vraiment, sans aucune exception. Donc Clapton met tout le monde d'accord avec ça. Et puis, suite à ça... le Rangemaster devient l'accessoire indispensable de tous les guitaristes britanniques. C'est ça. Rory Gallagher, qui utilise ça entre une Strat et un AC30. Ouais. Donc je te laisse imaginer le niveau de tintinite que ça peut déclencher. Mark Bolan, de T-Rex. Okay. Qui lui utilisait ça sur des amplis orange. Tu citais Tony Iommi dessus. Sais-tu quel ampli il utilisait à l'autre bout? C'était un Laney. Le Laney Supergroup. Ouais, je sais pas, je connais pas le modèle, mais c'était un Laney, ouais. Et tout simplement parce que Laney venait de la même ville que Black Sabbath, Birmingham, et du coup il y avait cette solidarité, et puis ce côté, ça vaut moins cher. C'est ça. D'où le fait aussi que Robert Plant était enthousiaste pour Laney, puisqu'il venait du Nord aussi. Tout le monde voulait pousser son Marshall ou son Vox avec une Rangemaster, et donc évidemment il y a eu des copies assez rapidement, et il y a eu d'autres versions, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a donné naissance à tout plein d'autres boosters. Il y a eu la Screaming Bird de Electro Harmonix, oui, la LPB1 d'Electro Harmonix aussi, qui était le premier circuit d'Electro Harmonix. Donc là on est dès la fin des années 60, dès 68. On a eu la Color Sound Power Boost en 69, très sympa d'ailleurs, qui était britannique aussi. Et puis on a eu ensuite tout plein de modèles d'overdrive. Et finalement, à partir du moment où les overdrive / distorsion apparaissent, le Rangemaster devient obsolète. Et à partir du moment où on a un master volume sur les têtes d'ampli, donc milieu des années 70 chez Marshall, là c'est fini. Le Rangemaster n'a plus de raison d'être. D'autant plus, et on va y revenir, qu'il est dans un format complètement obsolète. Et du coup, il disparaît jusqu'à ce que des hipsters branloman dans notre genre commence à se dire, fais voir, c'est quoi la petite boîte sur la photo de 1967? Hipster branloman. Ah bah c'est notre métier. C'est notre métier, ouais. Et donc, à partir de ce moment-là... sur la carte de visite. Hipster branloman en chef. En chef. La Rangemaster devient un circuit sur lequel beaucoup se penchent, beaucoup de fabricants boutiques évidemment, en tentant de limiter les problèmes inhérents au circuit, et certains, comme celui-là et comme d'autres que j'ai cités tout à l'heure, avec des répliques à l'identique, en reprenant même les défauts de l'original, qui sont évidemment ce qui font son caractère. Donc, on en vient à ce fameux format. C'est un format qui nous indique immédiatement la manière dont ça doit être utilisé. Autrement dit, c'est posé sur l'ampli avec le jack de sortie carrément intégré à la boîte. Casse pas, Julien, c'est pas Mais non, j'y vais doucement. Oui, très doucement. C'est vrai qu'il y a un pressé tout. Donc là, la sortie à l'arrière avec le jack intégré. Le jack de sortie est directement soudé à la pédale.
Ce qui fait que, par définition, c'est pas fait pour mettre d'autres pédales autour. Mais de toute façon, à l'époque, il y avait 2 pédales qui existaient seulement. Et c'est pas fait pour être foot switché. Et t'as vu, il y a même marqué guitare, quoi. C'est pas tes autres pédales, c'est ta guitare. C'est ta guitare. Tu mets pas des merdantes. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Bien sûr. Et donc, très important, c'est on-off et il n'y a pas de prise foot switch. Ouais. Ce qui était faisable à l'époque. Hein. Il y avait déjà des possibilités de foot switcher le trémolo sur certains amplis. Donc l'idée, c'était vraiment, une fois que c'est enclenché, t'y touches plus, tu touches au volume sur ta guitare et ça fera exactement ce que tu voulais en le foot switchant. Et évidemment, le réglage secret de tous les grands de l'époque, c'est comme ça et ne le dites à personne. Voilà. Ok, donc maintenant, moi j'ai envie de comprendre ce qui se passe dedans. Ouais. Ce que j'ai compris, et tu pourras me corriger, corrige-moi. Je vais te corriger, Julien. Corrige-moi salement. Ce que j'ai compris, c'est que en gros, là il n'y a qu'un seul transistor germanium là-dedans. Un seul. Et il est très important. Et il fait tout le boulot, Il fait tout le boulot, il est tout seul à avoir tout le poids du monde sur ses épaules. Alors, donc, explique-nous comment fonctionne ce circuit. Est-ce que en gros, ça prend le son de ta guitare et ça le fait plus fort parce qu'il se passe autre chose que ça? Alors, si j'enlève la casquette, on avait dit quoi, hipster branloman? Voilà. Si je l'enlève, oui. Mais maintenant, on remet la casquette. Donc, on est sur un transistor au germanium, bien vu. Pas n'importe lequel. Mm-hmm. Alors, selon les versions, j'ai vu du AC128, du OC44. Là, pareil, je descends du train comme tu... TK275. Ouais, mais voilà. Ouais, mais là, je suis comme toi. 275, oh là là. Ouais. Le 275 White Dot. Ouais, White Dot. Alors là, je suis exactement comme toi, Julien. Là, j'ai sauté du train 100 fois. Ouais. Là, ne me le faites pas à moi. Bon, au niveau du schéma. Explique-nous ce petit schéma. Moi, j'ai envie tu veux vraiment tout comprendre. Mais oui, j'adore. Mais tu sais qu'il n'y a rien à expliquer, en fait. Mais c'est ça qui me rend heureux. C'est en gros un transistor. Il y a peu d'éléments, mais justement, j'imagine que comme la phosphate, chaque élément est important. Ouais, mais en fait, pas tant que ça. Ok. En fait, dis-toi que c'est mal fait. Oui. Part de ce principe-là. Donc à l'époque, ils n'avaient pas le recul en électronique pour faire ce qu'il fallait en termes d'impédance, en termes d'adaptation avec un circuit. Mais en même temps, c'était voulu. Ils ont assumé complètement que tu viens brancher ta guitare et rien d'autre, et que tu vas te brancher dans l'ampli. Il y a marqué, oui, input lead to amplifier. Voilà. Il y a marqué, tu mets ta guitare. Plus clair. Ouais. Voilà, tu mets ta guitare, tu mets ton ampli. Donc d'un certain point de vue, finalement, ils ont respecté un cahier des charges qui est, tu mets ça entre ta guitare et ton ampli, et basta. Là en fait, tu nous parles en filigrane de l'impédance d'entrée et de l'impédance de sortie. Exactement. Et ça, c'est le gros problème de ce montage, c'est qu'on a un transistor tout seul. Voilà, il est là. Il a ses résistances, ses capas qui l'entourent pour faire sa petite vie, choper les fréquences qu'il veut, parce que bien évidemment, dès le début, la première capa va te péter les basses. Oui. Et après, toutes les résistances que tu as autour, c'est pour polariser le transistor. Polariser le transistor, c'est-à-dire tu choisis son point de fonctionnement sur lequel tu vas l'utiliser. Tu peux très bien dire, je veux que ça fasse un boost qui prend mon volume qui fait x10, sans le détériorer. Ou tu peux très bien dire, je suis pas là pour être aimable, et je veux que ça fasse du gravier. Donc comment faire du gravier? Et ben en fait, tu vas venir mettre le maximum de gain, et mettre tout à fond, et trouver quand même un point de polarisation qui va pas gater. Tu veux pas non plus que ça fasse un côté sag. Donc voilà, tu vas faire en sorte que tu sois pas dans une linéarité, c'est-à-dire que tu vas pas avoir un x10 pur, tu vas avoir un x ce que tu veux, et avec des harmoniques qui vont apparaître. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils choisissaient des transistors au germanium, parce que de toute façon, ils n'avaient que ça. Oui. Mais de toute manière, ils n'ont pas mis des diodes de clipping, parce qu'ils savaient que le transistor au germanium, ça apporte des harmoniques qui sont douces, qui sont belles, qu'on apprécie. Voilà le principe. Alors, la recette miracle pour faire un bon treble booster, les gars, c'est très simple. C'est de choisir un bon transistor. Vous branchez votre transistor sur un analyseur de transistor, vous mesurez le HFE, donc le gain du transistor, et si il est en dessous, alors d'une valeur seuil que je peux vous donner comme ça, mais qui veut rien dire, moi par exemple j'aime bien au-dessus de 65. Ouais. 65. Ouais, je vois. À température ambiante d'ici. Ouais, moi j'en avais un à 63, ça sonnait vraiment pas. Alors figure-toi qu'à 60 j'aime pas. Ouais. Voilà, on est à ce niveau de...
Branlomanie, hein. Branlomanie, ouais. Branlomanie aiguë. Donc voilà, au-dessus de 65, c'est ce que j'aime. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Alors, ce que tu me décris, en fait, c'est qu'on est quasiment branché directement sur le germanium, quoi. C'est lui qui fait On tout. joue du germanium. On joue du germanium, ouais. Et c'est en ça qu'on retrouve ce qui est magnifique sur les Fuzz Face Vintage, c'est ce clean-up, c'est l'extrême réactivité à la dynamique du jeu, de la guitare. Et, tu peux pas faire plus simple. Oui, c'est ça. Tu peux pas faire plus simple, à part te connecter directement dans l'ampli. Et moi, c'est ça que j'adore sur le treble booster, et j'ai longtemps joué avec un treble booster sur mes amplis, c'est ce côté interactif du son. Ouais. Pour un projet annexe, qu'on ne dévoilera pas d'ici la fin de cette vidéo, non. on a quand même trié pas mal de transistors, c'est de l'ordre de 1/3 qui nous plaît. Ah merde, oui d'accord. Voilà, mais après c'est que c'est mon cahier des charges. Du coup, ouais c'est ça. Les deux autres, moi qui suis moitié con, je suis sûr que je trouverais un truc intéressant à faire avec. Tu pourras faire un truc intéressant avec. On a trouvé, enfin je sais pas, on a trouvé qu'en fait ça sonne un peu trop lisse, tu vois, ça n'a pas le côté gravier. Ouais. T'as pas le côté explosif. Oui, je vois. T'as le côté, bon, je t'ai fait un peu un LPB1, tu vois. Oui. C'est sympa un LPB1, mais autant faire du silicium, quoi, que de se faire chier avec la température. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Okay. Deuxième truc, tu vas rentrer dans l'ampli directement, tu ne mets rien entre. À chaque endroit, rien entre la guitare, rien entre l'ampli. C'est très important. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Et non. Et donc du coup, alors qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas ça? Je t'explique. Déjà, tu te fais bannir de l'ordre des hipsters branlomanes. C'est vrai. T'as plus le droit de jouer sur les guitares first act. Non, mais c'est surtout qu'en fait, tu vas avoir des fréquences qui vont apparaître. Alors, c'est très impactant entre la guitare et la pédale. Oui. C'est aller beaucoup moins sur la sortie. Ok. Voilà, sur la sortie, tu n'es pas banni, tu es juste un peu suspendu quelques semaines devant des branlomanes, voilà. Mais en fait, t'as pas le choix parce que tu es un stacker. Bah oui, bien sûr. Donc il faut bien. Je vois quand même l'apparition d'une tentative de bypass du coup. Oui, il y avait. C'est un bypass. Il y avait, alors c'était pas du tout un true bypass. Bah peut-être que si, qu'est-ce qu'on en sait? Parce que quand tu essayes des vieux, c'est pas true bypass. Ah ouais, ça marche pas à ce point. Non, parce que techniquement, je vois pas pourquoi ils auraient fait mal dans le sens où il n'y avait pas d'électronique là-dessus. Ouais. Donc je vois pas pourquoi, à part mal réfléchir, faire un truc mal. Je sais pas, moi, charge d'impédance, zoom optique... fission thermonucléaire, truc de base quoi. Truc de base, ouais. Ouais. Et il n'y a pas eu de Rangemaster Silicium. Ce serait une hérésie. Je pense, mais ce serait dommage. Ouais. Ça pourrait marcher, hein. Ça pourrait marcher, mais... Enfin, de toute façon, on va être obligé, Julien. Je t'annonce un truc qui est horrible. C'est que, tu vois, dans l'édition collector Full Story, ouais. On avait fait un Rangemaster du coup qui était bien d'ailleurs. Qui était très bien, merci. Avec un simulateur de micro, on reviendra dessus. Oui. On avait chopé nos transistors en Russie. Et c'était d'ailleurs à cause de ça que c'était une édition limitée. Et c'était ça qui avait déclenché la guerre, il me semble. La France se met à faire des transistors au germanium, ça va pas. Non, bah du coup on avait chopé les fonds de tiroir du seul site qu'il y en avait en Russie. Et là, je vais t'annoncer quand même qu'on a trouvé d'autres transistors. Ok. On a réussi sur ce site, là, plusieurs mois après, à retrouver des fonds de stock encore, on les a encore raclés. En fait, on devient peu de personnes à avoir ces transistors-là, quoi. D'accord. C'est ça qui est compliqué aujourd'hui sur le germanium pour ces boosts-là. Donc, ouais, ça va forcément devenir un produit de luxe et en petite quantité, quoi. C'est ça, c'est le problème. Là, on est forcément sur des éditions limitées en quantité, en tout cas. Selon les arrivages, on peut faire des choses et parfois on peut pas. Alors, bah, je pense qu'il est l'heure de... Hein? D'écouter ça, et puis d'écouter... autre chose. Éventuellement une version un peu plus récente. Peut-être. Tellement récente qu'elle n'existe pas encore. Elle n'existe pas encore. Là, on est début décembre. Vous regarderez sûrement cette vidéo en février. Bon février. Voilà. On écoute encore ça et après on met la trop petite ou on écoute la nouvelle? La nouvelle, c'est bon, on connaît. On la connaît, c'est bien. On la connaît. Julien, je te présente
La Germanium Boost. Ah. Mais non, mais on la révèle pas au public pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Non. Il la voit pas. Là, il la voit pas, elle est floutée. Jean Montage, il ne la voit pas. Tu mets un gros emoji aubergine dessus. Alors, ça va, il peut juste ne pas mettre la caméra du dessus sinon. Ouais, aussi. Voilà. C'est pas mal ça. Regarde. 1. Oh 4. Craquel ok. Tu sais pas s'il faut non. Non, s'il faut non, mais j'adore. En fait, Craquel ok, c'est devenu mon expression qu'à chaque fois qu'un truc me plaît dans tes designs. Super. Ah. On-off. Ouais. C'est coquin. Oh. Et ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser comme... Ouais. Comme mamie. Comme mamie ou comme petit enfant. Ouais, c'est ça. T'as compris? Mais donc, ça peut être pour de vrai, quoi. C'est pour de vrai ou pas? Oui, oui. Je trouve que l'aubergine sonne mieux, moi. Bon bah ça va, hein, que c'est pas un navet au moins. Putain, c'est monstrueux. Je suis content que ça te plaise. Ah, c'est super. J'avais un doute parce que, tu vois, celle-là, ça fait la vraie fosse. La fosse vraie. Ouais. Ça fait des mois que je l'ai sur l'étagère, mais je l'ai jamais branché par principe. Et ben je suis content de voir que ça sonne bien si on veut, voire différent. Super bien. Et ça, pour le coup, c'est pour toi en vrai. Mais oui. Toi qui veux une dose d'aigus. Mais dopée, ouais, mais... c'est même plus des hormones là, tes aigus. Faudra que je compare, mais putain... Voilà, hein, remets ta casquette d'expert en branlette et c'est parti. Hein. Ouais, non, mais faut que je revoie mon rig, du coup. On vient pas de refaire ton pedalboard. Si. Et je l'ai encore modifié depuis. Très bien. Sans rien casser? Ouais. Ah ouais. Ça y est. Enfin, j'ai enlevé seulement. Tu deviens un adulte, c'est bon. Un adulte responsable dans ton OCD de pédale, quoi. Eh ben, bravo. Merci Julien, ça fait plaisir. Bah ouais, en plus, comme d'hab, hein, je laisse faire l'équipe sur ce projet. Je viens que dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ils s'amusent. Ouais, bah... Ça marche, hein. Nous, on s'amuse, en tout cas. Nous, on s'amuse aussi. De toute façon, hein, on vous laisse encore sur ce petit cliffhanger. Ouais. Et bon courage pour attendre la suite, hein, ça va être difficile. Ouais, non, ça va pas aller, là. Voilà. Tiens, Julien, c'est pour toi. Voilà. Voilà. Merci.